Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Sommet des chefs d'État de la CEDEAO ce dimanche à Abuja. La CEDEAO va-t-elle répondre aux États de l'Alliance des États du Sahel? C'est la question que nous allons tenter de trancher avec nos invités qui sont ce soir pour vous. Monsieur Chakmar Soumano, il est coordinateur du baromètre, président de l'organisation des jeunes patrons du Mali qui n'a pas oublié sa cravate ce soir. Monsieur Soumano, merci d'être là. Bonsoir Balou, bonsoir à tous mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs du Mali et de la diaspora. Je n'ai pas oublié ma cravate parce que je suis quand même un jeune patron. D'accord. Un déserteur qui signe son retour après 2 mois d'absence. Vous l'aurez compris, nous recevons aussi monsieur Chérif, Mohamed Chérif Aïdara. Il est président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM en abrégé. Monsieur Aïdara qui signe son retour. Merci d'être là. C'est tout un plaisir. Vous nous avez manqué ce plateau. Je remercie les téléspectateurs de la télévision de la diaspora. Je salue les Maliens de Stockholm, de Suède, de Charlotte, de Washington. Je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je les souhaite de suivre vraiment des informations de qualité ce soir. D'accord. Ici, son retour avec un long chapelet autour du bras. Hein? Un hamaliste. Ah, d'accord. Nous avons M. Abdul Karim Djamoutene. Il est professeur d'enseignement supérieur. Professeur, merci d'être là. Bonsoir et merci à vous. Et merci aux chers téléspectateurs. Merci aux co-débatteurs et plaisir de vous retrouver encore après ce laps de temps. Sinon, lui, bon, on est constamment ensemble. Merci à vous également. L'Union pour la République et la démocratie, l'URD, est valablement représentée ce soir par l'honorable Daouda Moussa Kone. Honorable, merci d'être là. Merci, M. Sylvie. Merci à Renouveau TV. Je salue tous vos téléspectateurs de l'extérieur comme de l'extérieur. Bonsoir à mes co-débatteurs et bon débat. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Avant d'ouvrir les débats sur ces sommets des chefs d'État de la CEDEAO qui se tiendra demain à Abuja, nous avons appris que le général Gamou, nouveau gouverneur de la ville, de la région de Kidal, est en route pour effectivement prendre service. Il a d'ailleurs prêté serment cette semaine devant le tribunal de Gao, un acte qui le renvoie officiellement désormais dans l'exercice de ses fonctions. M. Aïdara, le général Gamou en route pour Kidal. Et moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu le général Gamou, c'était en 2013, je crois, quand il est déserté avec 200 de ses officiers. Et il est venu à Niamey. Et il se trouvait que Djongonda Traoré était avec Baganoua et Moustapha Diko. C'est ce jour-là que j'ai vu le général, on a dîné. Et j'ai constaté en lui un militaire très patriote, très réfléchi, très stratège, qui porte le Mali dans son cœur, qui a une très bonne compréhension de tout ce qui se passait à l'époque. Et on a eu à échanger quelques mots. J'ai compris en lui qu'il y a encore des complications en vie. Il va falloir s'adapter, s'organiser et surtout s'assumer pour un Mali meilleur. Donc je lui souhaite tout le bonheur. C'est quelqu'un de Kidal, c'est quelqu'un qui connaît bien le conflit. Il a eu à travailler avec pratiquement tous ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Et c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut pour un développement tant réclamé par les ressortissants de la région de Kidal. D'accord. Chakmar, général Gamou qui prête serment non pas devant le juge du tribunal de Kidal, mais celui de
Gao. Comment comprendre cet état de fait? Alors, déjà, moi je pense que je salue déjà sa nomination. Donc, cette vision des autorités de lui confier ces nouvelles missions, on lui souhaite plein succès. Et déjà, le fait de prêter serment au niveau de Gao, je pense que jusqu'à preuve du contraire, l'administration de Kidal se trouve à Gao, mais son retour ou son entrée, je vais dire triomphale, dans la région de Kidal va aussi consacrer le retour définitif de l'administration. Et donc déjà... C'est tout simplement parce que le tribunal de Kidal n'est pas encore opérationnel. Oui, on peut conclure à on peut adhérer à une telle thèse. Ouais. Et de mon point de vue, c'est pas mal en soi. Mais quand il va rentrer et que je suppose que ça va aussi consacrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le retour définitif de l'administration. Mais ce qui est important, c'est que étant chef militaire, il passe maintenant chef de l'exécutif. Ouais. Et donc, il a toutes les cartes en main. Je pense que Kidal, c'est sa région qu'il connaît, de prédilection, je peux dire, étant né là-bas, grandi et tout ça. Et donc, je pense que les défis qui lui seront confiés, il pourra les relever. Donc, en tout cas, nous, on va lui souhaiter plein succès dans cette nouvelle mission. Honorable, est-ce que la symbolique n'aurait pas été encore plus forte si le général Gamou avait prêté serment devant un juge du tribunal de Kidal au lieu de Gao? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que le général Gamou, c'est un patriote. Il a mouillé le maillot pour que le Mali soit. Et donc, il porte le Mali dans son cœur. Et c'est de ces genres de patriotes dont on a besoin pour véritablement réconcilier les Maliens et puis construire le pays. Maintenant, sa prestation de serment, que ce soit à Gao, Bamako ou Kidal, l'essentiel est qu'il prête serment auprès des autorités judiciaires, oui, pour qu'on puisse le renvoyer à ses fonctions. Bon, maintenant, il ne pourra pas réussir seul. Il faut qu'il bénéficie de l'appui de la population d'abord de Kidal. Il faut qu'il bénéficie de l'appui de tous les Maliens, de l'administration, des autorités, pour que véritablement ils puissent faire amener la paix et la stabilité dans cette région-là. Le Mali en a besoin. Professeur, est-ce qu'il est trop mesquin de ma part de chercher à comprendre pourquoi le général n'a pas prêté serment devant le juge de Kidal? Bon, et je crois que, de mon point de vue, tout ça, ce sont peut-être des détails, quoi. C'est-à-dire que peut-être avant que Kidal ne rentre en possession de toutes ses prérogatives, donc si les autorités estiment que pour le moment, les juridictions de Gao couvrent Kidal, pour moi, ce n'est pas un problème. Et maintenant, cette analyse que vous faites, c'est une analyse à ce niveau. Et sinon, la population ne voit même pas qu'ils aient prêté serment. Il est prêté serment, soit à Bamako ou bien à Gao ou à Kidal. Pour la population, c'est soit on est satisfait de sa nomination ou on ne l'est pas. Maintenant, par rapport à la nomination de Gamou, je suis satisfait. Maintenant, au-delà de la satisfaction, ce qu'il faut voir, c'est beaucoup plus, il faut souhaiter vraiment qu'il soit à la hauteur de la mission, surtout la réconciliation. Parce que j'ai échangé récemment avec certains acteurs. Vous savez, ce sont des zones très clivantes, quoi, les zones là-bas. Donc, du coup, vous voyez, il y a une certaine méfiance entre les gens et qu'il est de la zone. Vous voyez, déjà, quand vous êtes d'une zone, d'une localité, n'est-ce pas, qui sort d'une crise et on vous confie la responsabilité de ramener la paix. Donc, l'objectivité, on a du mal souvent à être objectif, pas en tant qu'acteur premier, mais en tant que d'autres acteurs avec lesquels nous voulons faire la paix. Maintenant, quand on se met du côté du Mali, aujourd'hui, tous les Maliens dans leur majorité sont contents que ce soit Gamou parce que depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, Gamou a fait preuve de patriotisme, d'engagement et d'intelligence comme il a dit tout à l'heure. Donc nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance et lui souhaiter d'avoir le coup d'œil franche pour ramener la paix parce que c'est une zone extrêmement sensible. Le communautarisme étant beaucoup plus développé dans cette zone-là, on a encore besoin de plus d'intelligence qu'il a fait lors d'un combat parce que quand on est militaire, c'est les armes face à face, mais cette fois-ci, les armes sont plus visibles. Maintenant, il faut d'autres lucidités que Dieu lui en donne. Alors que les trois pays de l'Alliance des États du Sahel sont en train d'accélérer les choses, au même moment, nous apprenons qu'un sommet des chefs d'État de la CEDEAO se tiendra ce dimanche 10 décembre à Abuja pour, selon certaines sources diplomatiques, il s'agit pour ces chefs d'État d'évaluer justement les régimes transitoires
en cours dans la zone CEDEAO. Monsieur Aïdara, ce sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui se tient demain à Abuja, à quoi peut-on s'attendre, surtout les populations du Mali, du Niger et du Burkina? Alors, moi, je viens du Niger. Je suis arrivé en fait ce matin. Comme vous le savez, je réside aussi au Niger. J'ai voté au Niger. Je suis enregistré au Niger. J'ai pu constater l'état d'esprit des Nigériens, de quelques autorités. Ils sont très sereins. J'avoue que j'ai été séduit parce que je pensais que c'était simplement nous, les Maliens, qui peuvent affronter de telles situations, rester imperturbables. Mais les Nigériens sont sereins, ils sont confiants. Et ce sommet devrait se tenir malgré les chefs d'État de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, ils ont atteint une position où c'est la CEDEAO même qui est menacée d'une dislocation. Et c'est, je dirais même, le début de la fin de la CEDEAO. Et nos téléspectateurs vont faire leur propre analyse. Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas le général Tchani depuis le prise de pouvoir. Il se trouve que les 5 membres du Conseil de sécurité, qui est la Chine, qui a son ambassadeur, qui a été le premier à être reçu par le général Tchani, pendant que la France exige le retour de Bazoum, les États-Unis envoient une ambassadrice venant de l'anglais, tu connais ce que c'est que l'anglais, de la CIA au Niger, la deuxième puissance qui a un droit de veto au Conseil de sécurité. Vous avez les Russes qui soutiennent, qui ont été reçus il y a quelques jours, une forte délégation. Vous avez l'Angleterre qui soutient. Donc parmi les 5 membres du Conseil de sécurité qui ont droit de veto, les 4 déjà reconnaissent Tchani en tant que président du Niger. Vous avez certainement entendu la déclaration du ministre des Affaires étrangères du Nigeria qui a posé certaines conditions pour la levée des sanctions. Sanctions partielles. Ce qui simplement n'est pas acceptable. Parce que quand on dit aujourd'hui vous libérez Bazoum pour lever les sanctions, c'est d'avoir un président nigérien avec résidence à l'étranger. Mais ce qui est intéressant, oui. Et les États-Unis ont décidé, juste après la visite de la délégation russe, d'envoyer l'ambassadrice qui avait déjà demandé de prêter serment. Donc, il y a déjà l'une des plus grandes puissances au monde à prêter serment en tant qu'ambassadrice des États-Unis au Niger. Mieux, et Madame Molly Fee, elle est vice-secrétaire d'État adjointe. Elle est arrivée aujourd'hui, pendant que nous parlons, elle vient juste d'arriver au Nigeria pour participer à ce sommet, parce qu'ils ont fait une saine évaluation de la situation. Ils se disent qu'il va falloir trouver une porte de sortie honorable de la CEDEAO. Donc la question, ce n'est plus une question de maintenir sanction. Oui. Je termine rapidement. Oui. Et c'est la première fois, depuis ce coup d'État, on commençait en tout cas à ma connaissance, que le département d'État américain envoie sa deuxième personnalité pour faire comprendre à nos voisins, à nos membres de la CEDEAO, que ce que vous voulez appliquer, ce n'est simplement pas applicable, ces sanctions. Alors, il y a 2 ou 3 possibilités. D'accord. Parce que AES, aujourd'hui, ça devient une réalité. Nous, on appelle ça, c'est bon. Vous appelez ça AES. C'est bon, c'est Bamako, d'accord. C'est Ouagadougou, c'est Niamey. Donc, une chose est sûre. Si la CEDEAO, ils font l'erreur et l'orgueil après la visite de Tchani qui a été reçue par Ford, et le Ford et les Américains ont fait un lobbying très fort, parce que j'étais aux États-Unis, je suivais un peu ce qui s'est passé, et ils risqueront de créer un précédent, parce que les 3
États risqueraient purement et simplement de sortir de la CEDEAO. D'accord. Et je ne souhaite pas. Donc On va vous retrouver je là-bas. pense qu'ils vont réfléchir. Si cette fois je vois M. Diaspora n'est pas très content de ce que j'ai dit, ils vont réfléchir. Cheikh Oumar, à quoi peut-on s'attendre à l'issue de ce sommet de ce dimanche? Alors, il y a plusieurs lectures. Oui. Il peut y avoir une lecture diplomatique, une lecture politique, une lecture sociologique et aussi une lecture humaine. Mais moi, je vais privilégier des lectures économiques et diplomatiques et politiques. Sur le plan diplomatique, évidemment, on a vu que les sanctions économiques étaient inadéquates. Parce que, et d'ailleurs, de tout temps où les sanctions économiques ont été infligées à des États pour les amener à réfléchir, plutôt, ça a plutôt produit l'effet contraire. On a tous assisté quand l'Union européenne a pris des sanctions économiques contre la Russie. On a vu comment la Russie a pu s'en sortir. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Quand mon ami Haïdar a dit qu'il vient de Niger et que le peuple nigérien est serein, malgré les sanctions difficiles qu'on leur a infligées, et donc ils sont sereins, ça veut dire que les sanctions véritablement économiques n'étaient pas adéquates. Ou alors, même si elles ont été infligées, le peuple nigérien a développé une espèce de résilience face à ces sanctions-là. Donc cela va amener la CEDEAO, de mon point de vue, à respecter un certain nombre de principes généraux qui régissent aussi un peu le droit international qu'on appelle l'inopportunité d'un certain nombre d'actions. Voilà pourquoi d'ailleurs, peut-être il y a eu rénonciation à cette menace d'une intervention militaire pour ramener véritablement, le président déchu. Maintenant, la deuxième lecture qu'on peut faire, déjà, il faut noter que ce sommet se tient selon un calendrier normal. Parce que la CEDEAO étant une organisation internationale sous-régionale, elle doit tenir ses instances de façon régulière. Donc, ce n'est pas un sommet extraordinaire, c'est un sommet ordinaire. Et nous avons vu que des lettres d'invitation ont été faites. Mais par contre, là où moi, je n'ai pas compris, j'ai vu une lettre adressée, intitulée personnée à deux personnalités avec leur qualité. Ça, je n'ai pas compris. Le président Massoud, voilà. Pas Massoud. Oui, et puis le président, j'ai vu. Oui. Donc, franchement, ça, je n'ai pas compris. Parce que je pensais que la CEDEAO allait tirer les leçons de ce qui était passé aux Nations Unies. Parce qu'aux Nations Unies, il y a eu la même chose. Et vous voyez comment les Nations Unies ont pu quand même, avec intelligence les Nations Unies ont pu quand même se tirer de cette situation-là. Maintenant, ce qu'on pourra aussi dire, moi, à la limite, là où j'attends, parce que vous avez, quand il y a Kidal qui a été libéré, nous avons beaucoup de personnes qui ont été étonnées d'un silence assourdissant venant de la CEDEAO qui n'a daigné faire aucun communiqué. Donc moi, j'attends. Je suis en train de voir maintenant, est-ce que à la fin de cette instance, de cette réunion, enfin, le communiqué tant attendu pour saluer la libération de Kidal viendra. Alors si ça ne viendra pas, c'est des lectures qu'il faudrait aussi faire pour voir maintenant, ça veut dire quelque part que l'AES, qui est en gestation et qui s'impose dans le commun de mortels et tout, c'est-à-dire qui s'impose dans notre environnement diplomatique, est en train aussi de faire peur peut-être à la CEDEAO. Donc là, je pense que ce sont ces deux lectures qu'a priori je peux faire pour le moment. D'accord. Honorable, quelles sont les grandes décisions qui sont susceptibles d'être prises au cours de ce sommet? Bon, pour le sommet ordinaire de la CEDEAO de demain, on ne serait, n'étant pas dans le secret des dieux, on ne saurait dire exactement quelles sont les décisions attendues. Mais ce qu'il faut noter, c'est que depuis le 26 juillet, il y a eu cette ruée sur le Niger en termes de menaces, en termes de sanctions, en termes d'intervention armée, de menaces d'intervention armée. Mais il faut constater également que, compte tenu du fait que les trois États de l'AES se sont mis ensemble, et puis d'autres considérations, ils ont mis de l'eau dans leur vin. Et donc, actuellement, la tendance est un peu à la négociation. Bon, on peut se dire, d'une part, les sanctions économiques ayant eu
n'étant pas dissuasif désormais, n'ayant pas eu d'effet escompté depuis bientôt 5 mois. Donc, moi, je m'attends à ce qu'il y ait un allègement du côté sanctions au niveau du Niger. Ça, c'est mon souhait. Maintenant, c'est à eux de voir. Une chose est certaine, la CEDEAO est sur une pente glissante. Elle a intérêt aujourd'hui à revoir sa manière de faire. Elle a intérêt à privilégier le consensus. Elle a intérêt à abandonner la posture de gendarme, la posture de menace et la posture surtout de sanctions illégales. Parce que les sanctions qui sont prévues dans les textes de la CEDEAO, c'est que quand il y a la prise de pouvoir par voie des armes et autres, le pays est exclu des instances de la CEDEAO. Mais nulle part dans les textes de la CEDEAO, il n'est prévu de prendre des sanctions économiques telles que la fermeture des frontières, telles que le blocage des avoirs du pays au niveau des instances de l'UEMOA. Donc la CEDEAO a intérêt à abandonner cette posture-là, et la CEDEAO a intérêt également à se rapprocher des peuples, parce que de plus en plus, elle est vraiment vouée aux gémonies. Si elle n'abandonne pas cette posture-là, il y a un risque de désintégration pure et simple, qui a commencé maintenant par la mise en place de l'AES, laquelle mise en place est autorisée. Il n'y a aucun texte de la CEDEAO qui interdit à d'autres États membres de se mettre ensemble et puis d'aller dans les organisations telles que l'AES. Nous informons déjà l'équipe technique de revoir un peu côté son de l'émission qui est un peu signalé par nos téléspectateurs. Monsieur professeur, nous sommes déjà en train de parler du sort qui pourrait être réservé aux 3 pays de l'AES. Visiblement, en écoutant les 3 panélistes, on a l'impression que c'est plutôt le Niger qui va occuper les préoccupations de ces chefs d'État de la CEDEAO au cours de ce sommet. Bon, et je crois que c'est l'ensemble des 3 pays et non le Niger. Peut-être focus peut être fait sur le Niger parce que le Niger est le cas le plus récent, avec le cas Bazoum qui est un peu entre les mains. C'est le Niger qui est sous sanction également. Ouais. Oui, le Niger est sous sanction, mais au fait, vous savez, actuellement, il faut situer le contexte. Le contexte, là où nous sommes allés dans ce conflit géopolitique, il y a une crise de confiance aujourd'hui, une crise de confiance de manière très aiguë entre les 3 pays, les dirigeants de ces 3 pays et les autres. Ce qui fait que dans les différents pays, on n'est pas à l'abri de beaucoup de choses, que ce soit du côté à l'intérieur de l'AES, tout comme à l'extérieur de l'AES. Bon, et maintenant, moi, au fait, comme ils ont dit, c'est un sommet ordinaire. C'est un sommet ordinaire. Maintenant, vous savez, pourquoi je dis que ce sont les 3 pays? Parce que normalement, nos pays étaient engagés dans le cadre de la mise en œuvre d'un calendrier, aussi bien au niveau du Mali qu'au Burkina. C'était normal. Et en Guinée, hein? Bien sûr, bien sûr. Comme nous sommes ce soir, c'est le cas de l'AES, oui. C'est pourquoi je me suis contenté de parler de ces 3 pays. Parce que théoriquement, jusqu'en février, si je ne m'abuse, nous devrions aller vers des élections. Donc, à leur niveau, il peut y avoir une évaluation interne pour savoir un peu du processus. C'est ce que je fais. Donc, du coup, sur la base de ça, il va falloir vouloir se positionner. Mais comme il a dit à la suite de mes prédécesseurs, et la CEDEAO est dans une mauvaise posture. Aujourd'hui, mal fondé de pouvoir prendre une décision aussi grave que ce soit. Ce n'est pas du tout possible. Parce qu'aujourd'hui, les rapports de force ont changé. Apparemment, parce qu'ils sont allés à l'extrême, quand ils avaient brandi la menace, n'est-ce pas, d'une attaque, de la guerre contre ces pays, et que toutes les décisions qui ont été prises, ils n'ont pas pu les mettre en œuvre. Donc, du coup, c'est eux aujourd'hui qui sont fragilisés. Donc, de mon point de vue, moi, je ne m'attends pas à grand-chose. Je m'attends seulement à ce que peut-être qu'ils demandent une menace un peu voilée pour dire vraiment, vous avez proposé, nous espérons que dans un bref délai, vous allez tenter, n'est-ce pas, d'aller vers des élections, nous proposer un calendrier, n'est-ce pas, honorable à tout le monde. Mais ce qui est certain, pour moi, la CEDEAO, dans sa formule actuelle, c'est fini. C'est fini parce que la crise de confiance a atteint un niveau qu'il est difficile que nous revenions dans l'ancienne CEDEAO. Moi, je ne vois pas de menaces sur la CEDEAO. Mais je vois beaucoup plus une opportunité de changement de comportement des autres acteurs pour que la CEDEAO, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la CEDEAO soit désormais une CEDEAO des peuples. Parce que ne confondons pas CEDEAO et UEMOA.
la question des institutions monétaires, banques et autres là, ça n'engage pas la CEDEAO, ça engage. Sauf que les deux sont liés Non, visiblement dans la pratique. Oui, non, j'arrive s'il vous plaît. Oui. On peut se retirer de l'UEMOA sans pourtant se retirer de la CEDEAO. L'UEMOA, c'est une question de monnaie. C'est une question de monnaie. Est-ce que je me fais comprendre? Bien, non, bien sûr, je suis d'accord. Mais au fait, parce qu'il y a une dynamique actuellement en cours, il y a toute une réflexion. Vous regardez actuellement, regardez au niveau de l'AIS, les pays sont en train d'avancer dans leur schéma, hein, bien sûr. L'intégration, les réflexions beaucoup plus au niveau monétaire et sur au niveau d'autres éléments, ils sont beaucoup plus en train d'avancer. Ils n'entendent même pas la CEDEAO du tout. Donc du coup, déjà, même s'il y avait la possibilité que ces entités-là, ces trois pays-là, arrivent à trouver une monnaie, ça va fragiliser l'UEMOA. Mais la CEDEAO est une opportunité parce que ça permet la libre circulation, n'est-ce pas, des populations de l'espace, au sein de l'espace. Donc il faut que, pour moi, c'est un peu ça. Pour moi, oui. Les décisions... Qu'est-ce qui va se décider concernant le Niger, le Mali? C'est un vœu. Ce sont des vœux pour dire nous attendons à ce que voilà, il y ait un chronogramme, etc. Et puis toujours ils vont, parce qu'ils ne vont pas quand même se dédire. Et la menace, la libération de Bazoum, ils vont toujours réitérer ça. Et puis ça va continuer. Quand vous avez fait allusion tout à l'heure au cas des États-Unis, des ambassadeurs des États-Unis, n'est-ce pas, au niveau du Nigeria, la pression diplomatique, qu'est-ce qu'il peut prendre? Il ne peut absolument rien prendre comme décision majeure. C'est seulement dire nous souhaitons et tenter de se réconcilier. Mais comment? Je ne vois pas comment ils pourraient. Parce que les pays de l'AES sont décidés pas pour suivre leur voie, mais il faut qu'eux, ils changent. Monsieur Aïdra, demain, dimanche, on peut prendre nos cafés tranquillement, il ne se passera rien. Ajoutez même un peu du thé et du chocolat. Allez-y. Et du chocolat sans sucre. Allez-y. Et pour la première fois, un problème concernant des sanctions des pays membres de la CEDEAO, que ces 4 puissances se sont donné la main pour dire nous ne sommes pas d'accord avec votre façon de faire. C'est la première fois dans l'histoire. À la veille de ce sommet, l'ambassadeur du pays le plus puissant au monde va présenter ses lettres de créance à un président que vous ne reconnaissez pas. C'est un désaveu vis-à-vis de la CEDEAO, mais c'est clair. Et l'ambassadeur de la Chine y était. Moi, je déjeunais avec quelques ambassadeurs sur place. Et tous, ils disent, mais ils ne comprennent pas. Et là, c'est-à-dire la façon dont ils insistent sur la libération de Bazoum, parce que Tchani est reconnu déjà président. Point barre. Par les États-Unis. Tchani est reconnu président par la Russie. Il a reçu le... Non, monsieur Aïdra, on a l'impression que la CEDEAO ne dit pas le contraire également. Non. Quand elle demande, par exemple, la libération de Bazoum et l'autoriser à sortir pour s'exiler dans un pays... Il vous souviendra qu'ils ont fait une communication. J'ai trouvé ça très maladroit derrière. Et si vous avez remarqué, pendant ce série de coups d'État, c'est la première fois qu'on on fait un tel communiqué tellement anachronique que je n'arrive pas à comprendre pour peu que je connaisse de la diplomatie. Ils disent que, écoutez, comme si, voilà ce que nous vous demandons, si vous le libérez, vous pouvez espérer au sommet, eh bien on va lever les sanctions. Ben, gardez ces sanctions. Vous savez, le Niger, ce n'est pas le Mali. Le Niger va commencer à exporter 8 200 000 barils de crude à partir de février. Et ils auront une recette de 700 à 800 millions de dollars. Et ça va doubler. La Chine a dépensé 4 milliards de dollars pour faire le pipeline. Le président le plus actif, que je salue ici, ce qu'il a fait pour nous et pour le Burkina, Faure devrait venir avant-hier. Nous, on l'attendait là-bas au Niger. Et quand il a changé, il dit, écoutez, pour marquer un point, pour dire que je me désolidarise du reste de chefs d'État de la CEDEAO, je vous invite à venir. Tchani est allé avec une forte délégation. Et vous savez ce qu'il a fait, Faure? Au-delà même de le recevoir, au-delà même de le faire le compte-rendu de démarche qu'il a fait en accord avec les États-Unis, il dit, je vais envoyer un ambassadeur. Alors, vous vous rendez compte, c'est la CEDEAO. Écoutez, je m'attends à des choses. Oui. Il lève les sanctions sur le Niger. Sur quelle base? En quelle contrepartie? Il n'y a pas de contrepartie. Mais il n'y a aucune contrepartie pour sauver et même leur image. Les accords signés en 1982 de Montego Bay interdit aux États qui ont accès au littoral de fermer leurs ports. Ils ont fermé au Niger. C'est illégal. La Chine dit non. L'Angleterre dit non. Les États-Unis disent non. Notre seul ami France dit non. Il faut qu'on sanctionne. Mais écoutez,
ça n'ira nulle part. AES, demain, s'ils ne lèvent pas les sanctions, écoutez, ils vont certainement dire nous sortons purement et simplement de la CEDEAO. Et ça, c'est le début de la fin. Donc, il faut s'attendre demain à une grande négociation parce que la question qu'il est légitime, il n'est pas légitime, cette question ne se pose plus. Vous vous rendez compte, un pays que vous avez menacé d'envahir? Moi, je suis à Niamey, il y a des marchés de nuit ouverts. Même à Bamako, on n'en a pas ça. Même à Dakar, on n'en a pas. Des marchés de nuit ouverts. Donc, c'est pour vous dire, CEDEAO a tout intérêt demain de lever les sanctions et demander des excuses à Tchani parce que Tchani est reconnu par les 4 puissances du monde. Et le seul qui en reste, c'est la France qui sera en récession l'année prochaine sous le contrôle de l'Union européenne. Est-ce qu'on ne peut pas dire avec la nouvelle posture du président togolais Faure Gnassingbé que rien n'est encore perdu, que l'espoir est toujours permis? Oui, déjà, quand on regarde le cours des événements, on peut noter déjà que Faure va être le porte-voix des trois pays, le Mali, le Burkina, le Niger. Moi, ce que je vois demain, parce que déjà, il faut noter que sur le plan politique, la gestion politique de la CEDEAO, ça, on peut effectivement dire qu'il y a eu un échec, dans la mesure où aujourd'hui, les actions n'ont pas pu véritablement suivre l'aspiration des peuples. Donc voilà pourquoi la CEDEAO a du mal à pouvoir gagner le cœur de sa population. Maintenant, sur le plan économique, aujourd'hui, la CEDEAO a fait il a beaucoup d'acquis, on peut véritablement sortir beaucoup d'acquis, mais ces acquis malheureusement sont devenus, la CEDEAO elle-même a annihilé, si je puis dire, ces acquis avec le fait d'avoir infligé d'abord au Mali et ensuite au Niger des sanctions que d'aucuns ont qualifiées d'inhumaines et d'illégales. Parce que ils les sont. Non, oui, je suis d'accord. Donc maintenant, qu'ils ne sont prévus dans aucun texte, parce qu'un embargo, le pays même qui a été le premier à l'avoir intégré dans le corpus des sanctions du droit international économique, c'était les États-Unis, mais tout de suite, les Nations Unies ont demandé à ce que ça soit levé, que ça soit reproduit plus. Donc ça veut dire que déjà, la CEDEAO n'aurait dû pas, de mon point de vue, arriver à cette extrémité, parce qu'elle a quand même des acquis sur le plan économique, comme je l'ai dit, la libre circulation des personnes et biens, ça c'est un acquis. Aujourd'hui, c'est plus un acquis qu'au niveau de la CEMAC. Quand vous déposez la question aux ressortissants de la zone CEMAC, ce que nous qui sommes de la CEDEAO avons comme facilité, c'est la CEMAC n'a pas cela. Maintenant, demain, qu'est-ce qui peut être fait? Alors, s'il y a levé des sanctions du Niger, bravo, ça veut dire que la CEDEAO est devenue très sage, de mon point de vue, et c'est ça qu'on souhaite. Par contre, si cela n'est pas le cas, ce qui peut être envisagé, c'est de donner un calendrier. Parce que, en fait, la CEDEAO, aujourd'hui, au-delà d'être économique, financière, elle est politique. Et quand on dit gestion politique, c'est aussi la gestion démocratique et la gestion des élections. Et donc, les sanctions ont été infligées en grande partie parce que, malheureusement, on estime qu'il n'y avait pas de retour à l'ordre constitutionnel. Donc, moi, ce que je vois demain, certainement, il y aura un calendrier qui sera donné. Et donc, il y aura des négociations, évidemment. Un nouveau calendrier. Peut-être on va demander aux uns aux autres de proposer un calendrier. Et il y a eu déjà, je crois que... Non, je sais, il y a eu... Non, si on regarde... Il faut qu'ils le reconnaissent. J'ai compris. C'est-à-dire, moi, la question de reconnaissance... Pas concernant le Niger seulement. Oui, c'est-à-dire, moi j'ai compris. compris. J'ai dit, la première des choses, j'ai sorti une question préjudicielle en disant je n'ai pas compris pourquoi une lettre a été adressée. Je l'ai dit. Donc voilà pourquoi je suis... Vous comprenez. Donc maintenant, j'ai dit, en ce moment-là, il y a eu des rapports qui ont été faits parce qu'avant le sommet de demain, il y a quand même les ministres des Affaires étrangères qui se sont réunis. Ce qui se passe, le Mali, le Burkina et le Niger plus la Guinée, leurs sièges seront vides parce que, effectivement, dès l'instant qu'il y a un changement de régime qui n'est pas par les urnes, il y a systématiquement suspension. Peut-être pour le Mali et les autres pays, pas pour le Niger qui a reçu des invitations. Non, mais qu'il y a des personnes qui sont... Mais comment Bazoum va venir? Oui, mais je me demande comment le ministre des Affaires étrangères... Oui, j'ai compris, mais Bazoum, son chef va être vide demain. Parce que je ne vois pas comment il va venir. Il a été... Voilà, le chef d'État a été invité, donc ça veut dire quelqu'un techniquement qui ne peut pas voter. Et aussi, ce qui est important, que les gens peut-être doivent noter, dans les textes de la CEDEAO, les sanctions, quand on les inflige, c'est à l'unanimité. Donc ça veut dire que, techniquement, eux-mêmes, ils sont créés un souci. Parce que le Niger étant invité
techniquement, Bazoum ne pourra pas faire le déplacement, ça veut dire que son vote ne pourra pas être coté. On ne peut pas appliquer d'autres sanctions. Sauf que son ministre des Affaires étrangères a toujours représenté le Niger dans de telles circonstances. Oui, mais le ministre des Affaires étrangères représente le président si le président lui donne un mandat exprès. Bazoum n'a pas fait de mandat exprès. Donc, c'est politiquement et juridiquement, la situation est compliquée. Mais ce que je peux dire, moi je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO doit comprendre que la logique du dialogue doit prévaloir. Et aujourd'hui, nos États ont vraiment été éprouvés et donc sont en train de vouloir prendre leur destin en main. Et je crois que encore le dialogue est possible pour que la CEDEAO puisse prendre en compte leurs préoccupations. Ok. Honorable, est-ce que ce sommet aussi sera une occasion pour ces chefs d'État de discuter un peu de cette initiative des États du Sahel déjà? Absolument, parce que de toute façon, étant donné que c'est un sommet ordinaire, au-delà du cas du Niger, qui est le cas brûlant depuis le mois de juillet, ils vont remettre sur la table tous les sujets qui sont en cours de traitement à leur niveau. Parce que vous vous rappellerez qu'au niveau de chaque communiqué, à la suite des sommets, la CEDEAO se dit toujours, elle dit qu'elle reste toujours saisie de tel dossier. Que ce soit le dossier du Mali, que ce soit le dossier de la Guinée, que ce soit le dossier du Burkina, ils vont en parler naturellement. Et puis, ils vont essayer de faire l'état des lieux, donner des recommandations. Mais l'AES, ils sont obligés d'en parler parce que c'est une menace sérieuse. Parce que l'AES, c'est pas rien. L'AES, c'est plus de 50% du territoire de la CEDEAO, avec 2 800 000 km², et ça fait 53% du territoire de la CEDEAO et 80% du territoire de l'UEMOA. Troisième économie de l'UEMOA et 7% du PIB de la CEDEAO, 17% de la population. Ce n'est pas rien. Donc c'est une menace et surtout, c'est les États les sanctions, le comportement belliqueux de la CEDEAO a poussé ces États-là à se sentir, à se solidariser, à se mettre ensemble, à mutualiser leur effort, autant politique et autres, pour se mettre ensemble et puis pour lutter désormais. Et donc ça, c'est une porte ouverte pour la dislocation future de la CEDEAO si elle persiste dans l'erreur. Donc elle est obligée d'en tenir compte. Et puis c'est des documents en bonne et due forme qui ont été signés par trois chefs d'État. Et donc c'est des documents qui engagent des États, parce que les hommes passent, le régime passe, mais les États demeurent. Donc l'AES, c'est désormais une réalité. Donc elle est obligée d'en tenir compte, la CEDEAO. Professeur, la CEDEAO fera-t-elle fi de l'existence de l'AES au cours de ce sommet? Non, pas du tout, parce qu'au fait, l'AES est une menace existentielle sur la CEDEAO dans sa forme actuelle. Mais moi, je dis encore, je ne vois pas l'intérêt pour l'AES de quitter la CEDEAO. Sauf que la CEDEAO, c'est 15 pays, l'AES, c'est 3 pays. Ils vous ont fait un décompte tout de suite ici, reluisant à l'endroit de la CEDEAO. Combien de pourcents? Plus de 50%, n'est-ce pas? Je peux vous rassurer. Allez-y. L'AES, c'est déjà fini. Ce n'est plus une question qu'on va repenser. Ils acceptent, ils refusent, l'AES existe. Non, ça c'est clair. Non, l'AES est en train d'avancer à un rythme un peu vertigineux. L'AES aussi constitue une menace aujourd'hui pour l'existence de la CEDEAO. Et moi, aujourd'hui, l'AES a un port. Le port, c'est le port de Lomé. Un second, c'est le port de la Guinée. Vous connaissez la complicité tacite entre une complicité active de fort à l'endroit de ces pays-là, complètement connue. La dynamique aujourd'hui est Sauf que le Togo ne fait pas partie de l'AES. Non. Solidariser des autres bien sûr, chefs d'État de la CEDEAO par rapport au oui, Niger. bien sûr. Et je rejoins Soumano quand il dit la posture de fort, il faut l'analyser de manière diplomatique. Allez-y. Parce qu'aujourd'hui, imaginez, le Mali et le Niger et le Burkina n'étaient pas présents lors de la réunion, mais le Mali et le Burkina, ils sont à travers qui? À travers Fort. Oui. Donc, Fort a adopté une certaine posture, c'est comme priver ces pays-là, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'informations, d'un certain nombre d'actions, des leviers d'action pour agir lors de ces différents sommets. Mais je dis encore, moi je ne vois pas l'intérêt pour l'AES de quitter la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, c'est un marché global.
Maintenant, ne confondons la pression qui pèse beaucoup sur nous, c'est la contrainte monétaire, etc. Parce qu'aujourd'hui, le CFA, est-ce que je fais quoi? Parce que vous avez dit tout à l'heure, rien n'empêche les pays, n'est-ce pas, au sein du même bloc de. Il ne s'agit pas d'en sortir, effectivement. Oui, bien sûr. Donc, du coup, c'est pourquoi la menace que moi je vois aujourd'hui, je vois qu'il y a une dynamique favorable. On les pousse. Il y a une dynamique favorable aujourd'hui qui fera que la CEDEAO sera désormais une CEDEAO des peuples, à l'image de l'AES. Parce que cette forte intégration aujourd'hui des pays de l'AES, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives en cours actuellement en matière d'investissement commun, en matière de même beaucoup de facilités. Donc du coup, les autres pays, les populations des autres pays ne vont pas vouloir rester en marge. Donc aujourd'hui, ce qu'ils vont vouloir faire, les chefs d'État, les autres chefs d'État vont vouloir se ressaisir. Parce que se ressaisir pourquoi? Pour pouvoir sauvegarder leur fauteuil. Parce que c'est la question là qui est là. Et la principale question, comme vous l'avez dit, c'est la France, il faut dire ça, c'est la France qui est derrière, parce qu'actuellement, sur le plan économique, géopolitique, géostratégique, la France est en train de tout perdre. Donc maintenant, elle va vouloir s'accrocher à certains chefs d'État, mais ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, je vous dis une chose, et l'AES, moi de mon point de vue, l'AES n'attend que le communiqué de demain pour essayer de donner un coup d'accélérateur à certaines de ces actions. Vous allez voir certaines déclarations, certaines mesures qui risquent de tomber après ces différentes déclarations. Même s'ils disaient demain, nous vous donnons l'argent, demain nous levons, ce n'est pas évident que les gens de l'AES rebroussent au chemin. Pas du tout. Pas du tout. Donc l'AES a atteint aujourd'hui une vitesse de croisière qui fait qu'elle est obligée. Imaginez l'AES aujourd'hui est une référence au niveau africain. Tous les peuples africains aujourd'hui sont en train de s'en inspirer. Même au niveau mondial, l'AES, à cause de l'AES aujourd'hui, ces 3 pays sont créés aujourd'hui, sont en train, même au niveau de la géostratégie mondiale, géopolitique mondiale aujourd'hui, sont en train d'être pris en compte. Mais qui est fou pour laisser cette opportunité pour retomber dans, n'est-ce pas, cette situation résiduelle qui a prévalu avant ça? Dieu merci la crise. Vraiment, les chefs d'État qui nous ont sanctionnés, on vous dit merci encore. Prenez d'autres sanctions demain, nous allons avancer. D'accord. Monsieur Aïdara, est-ce qu'on peut imaginer la possibilité d'un retrait de l'AES à l'issue de ce sommet si les conclusions venaient à les recharger davantage? Ce n'est pas une possibilité, ce serait une évidence. Vous savez, ces 3 pays aujourd'hui ont compris l'importance de leur intégration. Je suis sûr que tu as lu tous les communiqués des ministres des Affaires étrangères, tu as lu le communiqué à la suite de la rencontre des ministres des Finances, tu as suivi le déplacement du général Tchani ici, et le Premier ministre burkinabé. Vous avez entendu Tchani dire, quand il s'adressait aux Nigériens vivant au Mali, d'avoir un bon comportement et que ce que le Mali a fait pour le Niger, il y a des choses qu'il peut dire, mais il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire tout. Ça veut dire tout. Et vous avez certainement oublié le Malien de la diaspora qui est en face de moi, il a oublié quelque chose d'important, comme il suit très bien ce qui se passe quand il s'agit à l'extérieur du pays, qui a défendu la position du Niger aux Nations Unies. C'est Diop. Bien sûr. C'est le Mali. Donc aujourd'hui, la question, elle ne se pose même pas. Vous levez les sanctions illégitimes, illégales, inhumaines contre le Niger, où on vous dit, vous, CEDEAO, bye bye. Terminé. Fort a joué son rôle. Ce n'est pas fort seul. CEDEAO a voulu avoir une porte de sortie, c'est pour ça que les États-Unis d'Amérique et Fort ont été mandatés pour négocier une sortie honorable de la CEDEAO. Ce débat que nous faisons là, ce n'est pas un débat de Niger ou du Burkina, c'est un débat comment est-ce qu'on peut sauver la tête de la CEDEAO. Donc, ils ne peuvent simplement dire une chose demain, qu'ils reconnaissent d'abord le coup d'État. La question, avant de donner un calendrier, le Mali, le coup d'État a été reconnu. Le Burkina, le coup d'État a été reconnu par la CEDEAO. La Guinée, le coup d'État a été reconnu par la CEDEAO. Sauf que les présidents ont démissionné dans ces différents cas. Les présidents ont démissionné. Alpha Condé n'a jamais démissionné. Non, le président n'a pas démissionné. Et Alpha Condé n'a pas démissionné. Donc aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Quand les 5 puissances du monde, parmi les 5, il y a les 4 qui reconnaissent un président dont vous dites que vous ne reconnaissez pas en tant que président. Nom de Dieu. On n'a pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre. Ces sommets-là, c'est pour sauver la CEDEAO. Ce n'est pas pour sauver le Niger. D'accord. Donc, il y aura le problème de calendrier électoral, le problème de ce qui... Vous avez tous suivi l'arrivée du gouverneur de la banque de la BCAO ici. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Vous le savez? Ce sera l'objet de notre débat. D'accord. Peut-être prochain. Donc je vais vous dire aujourd'hui, le sommet
de demain, c'est un sommet pas pour lever les sanctions contre le Niger, mais plutôt pour sauver la CEDEAO de ses dettes écrasées. D'accord. Cheikh Oumar, est-ce qu'on est en droit d'imaginer un éventuel retrait de l'AES, de la CEDEAO, si les conclusions venaient être à charge contre ces pays de l'AES? Oui, quand on lit les textes de la CEDEAO, le retrait est possible, mais il y a des conditions. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai lu, les conditions, c'est que quand vous demandez votre retrait, c'est une année après la demande que le retrait sera effectif. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut qu'on analyse. Et la deuxième chose aussi, on dit que c'est des autorités démocratiques qui peuvent aussi faire cette demande-là. Ça aussi, c'est une deuxième. Bon, on peut jouer sur les termes juridiques, mais bon, en tous les cas, c'est la volonté. Ça, c'est un retrait ordonné. Voilà, maintenant, par contre, moi, subtilement, ce qu'on peut faire, vous savez, dans des organisations internationales de genre comme ça, on peut boycotter l'organisation, demander son retrait, mais c'est tout comme. Par exemple, on ne participe plus aux instances. On montre notre mécontentement. Et je crois que plein des États ont agi de la sorte. Et vous avez vu comment on est parvenu à désintégrer le G5. Le Mali a demandé sa suspension. Le Mali n'a pas demandé son retrait, c'était sa suspension. Et donc, après, le Niger et le Burkina ont suivi. Finalement, les deux autres États se sont mis devant l'évidence, ont dit, bon d'accord, c'est eux qui ont déclaré la dissolution de l'organisation. Donc moi, je pense que, subtilement, je crois que nos différents pays ont des diplomates très très avisés, très très professionnels, qui pourraient trouver la formule au cas où, aujourd'hui, le dialogue ne serait plus possible et que l'espoir n'est plus permis. Mais moi, je ne veux vraiment pas qu'on arrive à ça. Je souhaiterais qu'il y ait toujours une entente. L'AES est bien, comme déjà la CEDEAO n'interdit pas que 3 pays se mettent ensemble. Parce que le défi le plus important de l'AES, c'est surtout le défi militaire, c'est-à-dire sécuritaire, pour sécuriser. Je pense que nous-mêmes, on peut sécuriser à ce niveau-là. Et là, j'ai vu aussi passer sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai vu des annonces de soutien que la CEDEAO se propose de faire à ces 3 pays-là. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit... Attends, je demande... Vous formez ma banque et vous dites que vous me donnez de l'argent. Non. C'est la part oui, c'est pour ça que j'ai vu, il y a une image d'un commissaire où on lui attribue, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, voilà, donc c'est mieux que vous ayez... L'information a été reprise largement par le Niger, je peux vous rassurer que c'était pas... Donc maintenant, aujourd'hui, ce que moi je souhaite, c'est que franchement, en tout cas, Fort est le défenseur des 3 pays, ça c'est clair. Et mandaté par la CEDEAO. Oui, il est le défenseur des 3 pays et il va défendre les intérêts des 3 pays autant que faire se peut. Le patron de patron, il est mandaté par la CEDEAO pour les sauver. D'accord, je ne savais pas. Honorable, est-ce que vous arrive aussi d'imaginer un retrait éventuel de l'AES, de la CEDEAO, à l'issue de ce sommet? Sauf si on pousse les États de l'AES à l'extrême. Sinon, la CEDEAO étant mise en place pour promouvoir la coopération. Selon vous, comment vous imaginez l'extrême? L'extrême, c'est de refuser, par exemple, d'alléger les sanctions au niveau du Niger. C'est de refuser de discuter des calendriers objectifs et réalistes avec les États tels que le Burkina, le Mali et la Guinée par rapport à la suite de la transition. L'objectif, c'est l'obstination par rapport au maintien de Bazoum au pouvoir au Niger. Et donc, si en dehors de ces cas-là, la CEDEAO a été mise en place pour une bonne cause, promouvoir la coopération et l'intégration économique et monétaire dans l'Ouest africain. Et donc, mais c'est un peu plus tard que quand les questions de gestion des conflits qui sont mélangés que ça a été un peu détourné de ses objectifs. Maintenant, plus on est ensemble, mieux ça vaut en Afrique. Parce que les micro-États non viables ne serviront à rien du tout. Les 15 États qui se mettent ensemble, il faut le faire. Mais il faut maintenant que l'AES, tout ce qui s'est passé entre ces 3 pays-là, y compris avec la Guinée, entre ces pays-là et l'AES, et le dénouement qu'on voit aujourd'hui, il faut que ça serve maintenant de leçon et éventuellement même de pression au niveau de la CEDEAO pour qu'elle change de posture, pour qu'elle devienne véritablement une CEDEAO des peuples. Une CEDEAO des peuples est possible dans la mesure où
il faut changer la gouvernance. Les chefs d'État sont en train de transformer la CEDEAO en syndicat des chefs d'État. Il faut que ça change. La commission est dirigée par un commissaire nommé par ce chef d'État là pendant 4 ans. Il faut que ça soit étoffé. Le Parlement de la CEDEAO, c'est des juges et c'est des députés nommés par les différents parlements en place, mais ce n'est pas des députés qui ont été élus sur la base d'un programme sous-régional. Il faut changer cela. Les juges également sont des juges détachés des différentes cours suprêmes vers la CEDEAO. Il faut changer cela pour que l'équipe sous-régionale qui va manager, doit gouverner la CEDEAO soit une équipe vraiment démocratiquement mise en place. Peut-on imaginer un retrait de l'AES à l'issue de ce sommet? Ok, de mon point de vue, moi je ne conseille pas la retraite de l'AES de la CEDEAO. Parce qu'il faudrait-il d'abord réfléchir, en se retirant, qu'est-ce qu'on y gagne? Moi, je ne vois pas qu'on gagne, au contraire, on perd quelque chose. Comme il a dit, si je me réfère à ce que mon co-débatteur Soumano a dit, de fait, on peut essayer de boycotter si on ne participe pas. On peut, de fait, on est là-dedans. Parce que quand on est dans la CEDEAO, le Malien se déplace, il va en Côte d'Ivoire sans entrave, il va au Sénégal sans entrave, etc. Mais quand l'AES sort, encore, c'est d'autres contraintes au niveau de la libre circulation des personnes et des biens. Je veux vous dire une chose, actuellement, la principale contrainte qui pèse aujourd'hui sur les 3 pays, là, c'est la contrainte monétaire de la Banque centrale BCAO. C'est pourquoi vous avez vu une délégation, le directeur de la BCAO, n'est-ce pas, aller au Burkina, peut-être éventuellement venir ici, parce qu'il y a une principale menace qui pèse sur l'UEMOA, qui est la BCAO actuelle. Le fait pour ces 3 pays, s'il vous plaît, quelle frontière est fermée? Aucune frontière n'est fermée. Le Niger a fermé. Ils ne sont pas en train de passer par le Togo, ni la Guinée pour ravitailler. Au contraire, c'est d'autres pays en fermant vos frontières, c'est vous-même qui vous faites harakiri. Vous comprenez? Donc pour moi, on peut contourner ça. La principale contrainte est d'ordre monétaire. Parce qu'aujourd'hui, même dans le cas des échanges internationaux, des partenaires avec ces pays-là, avec l'extérieur, c'est la question de la monnaie, la Banque centrale qui crée le problème aujourd'hui. Donc du coup, les pays membres de l'AES aujourd'hui, moi je suis pour qu'ils même créent leur monnaie, même ça doit tuer l'UEMOA, mais qu'ils restent dans la CEDEAO pour qu'ils puissent continuer à profiter, n'est-ce pas, des avantages qu'offre la CEDEAO. Et je crois qu'avec la bonne gouvernance auquel vous avez fait allusion, n'est-ce pas, s'il y a les indicateurs de développement, si les indicateurs de développement s'améliorent, vous allez voir au niveau des autres pays, il y a un effet domino qui va faire qui va inciter à un changement de gouvernance au niveau de ces autres pays. Et donc un CEDEAO plus fort avec ces 15 pays vaut mieux, n'est-ce pas, que l'AES rétracté sur lui-même, maintenant avec des difficultés, n'est-ce pas, de mobilité, des facteurs de production, etc. au niveau de l'espace. Peut-être 30 secondes chacun, on apprend que 2 chefs d'État de la CEDEAO ont failli manquer à ces rendez-vous d'Abuja pour raison de tentatives de coup d'État. Il s'agit du président Ambalo et le président Sierra Leone. Je veux dire sur ce plateau que le prochain pays où il y aurait un coup d'État, c'est la Sierra Leone. On n'est pas sorti de là. Parce que c'est mes amis, je le souhaite d'avoir une lucidité pour comprendre la volonté du peuple. J'y étais quand la délégation de la CEDEAO était venue à Freetown. Et la réalité, c'est que je suis la personne la plus peinée en tant que secrétaire chargé à l'immigration et à la migration au sein de la société civile malienne et que l'AES sort de la CEDEAO. Nous avons 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Les Nigériens ne voyagent pas beaucoup. Tous les Nigériens se trouvant en France, ils sont 1500 et les 500 ce sont des étudiants. Et vous avez les Nigériens, ils sont beaucoup au Ghana et au Bénin et au Togo. Et c'est vrai que c'est un problématique pour le Mali, beaucoup plus pour le Burkina. Mais le Burkina a près de 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc, sortir de la CEDEAO, ça a des conséquences et peut-être aussi certains avantages à court terme. Donc, je dirais, le sommet qui se passera demain, ce dimanche-là, c'est un sommet de sortie honorable pour la CEDEAO. Pour la CEDEAO. Ce n'est pas un sommet pour prendre des sanctions. Il faut qu'ils reconnaissent d'abord que Tchani est déjà reconnu par le monde entier, à part la France. C'est à eux à reconnaître. Dès qu'ils reconnaîtront Tchani, maintenant le programme va se dérouler. Je peux vous rassurer que le Premier ministre était au Tchad avant-hier et leur programme est prêt pour pouvoir soumettre s'ils acceptent. Maintenant, s'ils n'acceptent pas, écoutez, nous allons continuer et on fera
sans la CEDEAO. D'accord. Chakmar, des tentatives de coup d'État enregistrées ces dernières semaines dans la zone CEDEAO. Oui, mais ça veut dire que ces chefs d'État, c'est un signal pour les Non, attention, pour Sierra Leone, ce n'est pas une tentative de coup d'État. Pour Sierra Leone, ils ont attaqué la garnison, ils ont pris les armes et aussi ils ont libéré. Sauf que ça a été qualifié par ces autorités. Tu as raison, même l'ancien président a été convoqué. Il a eu une convocation pour lundi. Donc je disais que c'est un signal fort que ces chefs d'État doivent prendre en compte et pouvoir se rapprocher de leur peuple, de revoir un peu, de se remettre en cause. C'est important parce que ça veut dire qu'ils ont eu une espèce de sursis qui leur permettra de pouvoir se mettre à flot encore. Maintenant, moi, en dernier mot, ce que je peux dire, en tout cas, du point de vue secteur privé, moi, je déconseillerais le retrait de la CEDEAO, comme je l'ai dit, pour uniquement les acquis économiques qu'on a dit. C'est important parce que le libre établissement, la circulation, les moyens de tracasserie, c'est important. Et puis aussi, des gros investissements que la BIDC fait souvent pour les opérateurs économiques maliens. Il faut véritablement que ça, c'est quand même un acquis non négligeable qu'il faudrait préserver aussi tous les emplois que les Maliens ont au niveau de la CEDEAO. Maintenant, c'est vrai, sur le plan politique, la CEDEAO a quand même échoué. Et ça, il faut qu'elle revoie cette politique aussi bien diplomatique, comme l'a dit, étoffer même l'équipe dirigeante. Et donc, je dirais aussi bon vent à l'AES. Et d'ailleurs, nous, on a déjà notre... Bon vent à la CEDEAO aussi. Bon vent à la CEDEAO. Et nous avons déjà... on avait collaboré dans le cadre de cette AES là, donc, parce qu'il y a l'Organisation des jeunes patrons équivalente au Niger et puis au Burkina. Honorable, des tentatives de coup d'État enregistrées ces dernières semaines dans la zone CEDEAO, que vous inspirent ces tentatives de coup d'État? Bon, les coups d'État, ce n'est pas une bonne chose. Les coups d'État sont généralement proscrits par toutes nos constitutions. Et donc, mais comme ça arrive, et ça même prend ça a actuellement un effet domino, c'est un signal fort, une alerte à tous ceux qui sont en train de diriger nos différents pays actuellement, de faire la bonne gouvernance. Parce que les gens ne se lèvent pas comme ça pour aller faire un coup d'État. Vraiment, il y a une opportunité toujours qui fait en sorte que... Il y a toujours un terreau fertile. Hein? Il y a toujours un terreau fertile, il y a toujours des causes qui font en sorte que les militaires s'insurgent sur le terrain politique. Il faut faire la bonne gouvernance, il faut bien gérer nos pays pour ne pas que ça perdure. Mais pour la CEDEAO encore, je dis, la CEDEAO, ce n'est pas bon qu'on en sorte. Sauf si on est vraiment obligé. S'il ne faut pas qu'on en sorte, c'est une bonne chose. Allez, 10 secondes. Je voulais remercier l'ambassadeur du Mali au Niger qui m'a reçu, et l'ambassadeur du Mali à Washington, et l'ensemble de la diaspora qui m'ont reçu pendant ma tournée, et particulièrement le président de la diaspora malienne au Niger, Albert Touré, et tous les Maliens qui sont au Niger sont totalement solidaires avec le Nigérien. Je le souhaite de continuer de cette manière. Inch'Allah, il y a aussi une délégation très forte qui va aller au Niger. Je ne suis pas en train de dévoiler ici un secret, mais il y aura une délégation qui ira au Niger, une très forte délégation, et ça serait une délégation, je pense... C'est le jumelage des sociétés civiles. Oui. Allez-y, professeur. Oui, moi je trouve que, d'abord, les tentatives de coup d'État sont des signes précurseurs. Mais moi, je vois, il faut différencier deux éléments. Vous avez vu... Sauf que vous avez 20 secondes. Allez. Bien sûr, la Guinée, vous avez une tentative de libération. Sierra Leone, la même chose, des armes. On prend, il faut être un peu apeuré. Mais c'est un peu différent du coup d'État. L'autre, là, le Guinée-Bissau, où le président lui-même dit qu'il lui fallait 12 mois, mais trouver des arguments. Donc, ça montre que la zone est en ébullition. Et donc, maintenant, si, comme vous dites que nous sommes vers la fin, c'est ce que vous dites. Oui. Donc, c'est l'occasion de... La délégation, ce n'est pas une société civile, hein, c'est une délégation officielle malienne qui se rendra au Niger. Ok, d'accord. Voilà, donc par rapport au sommet de demain, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Pas s'attendre à grand chose. L'AIS est déterminé, l'AIS va foncer, quelles que soient les résolutions qui seront prises demain. Maintenant, je profite pour saluer mes co-débatteurs, vous remercier et pour la qualité, n'est-ce pas, des échanges, et que Dieu nous donne d'autres opportunités pour encore échanger et tenter d'éclairer l'opinion. Merci. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait le revenant Mohamed Chérif Aïdara, président du CSDM, honorable Daouda Moussa Kone du comité exécutif de l'Union pour la République et la démocratie URD, Chakmar Soumano, le patron des jeunes patrons, hein, n'est-ce pas? Ouais. Il est coordinateur du baromètre, professeur Abdul Karim Djamountene, professeur d'enseignement supérieur. Merci à vous de nous avoir